Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence Point Marché, avec Lionel. Lionel Duverger, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, on a eu quelques déconvenues techniques, donc ce qui peut expliquer que certains d'entre vous ont peut-être eu du mal à se connecter. Euh, nous nous en excusons. On essaye d'améliorer cela. Il y a eu des upgrades de fait par Cisco, qui est notre fournisseur, et c'est un peu compliqué. Donc nous sommes ensemble pour un petit peu plus de 30 minutes pour faire un peu un point après ce premier mois de janvier, ce premier mois de l'année 2022, un mois de janvier un peu chahuté, vous l'aurez remarqué. Bon, les habitudes de la webconférence, je vais couper vos micros, vos caméras, c'est mieux de les laisser ainsi, ça évite de saturer la bande passante. Et puis naturellement, n'hésitez pas à couper les autres applications qui pourraient tourner en même temps, qui chargent un petit peu le mode opératoire de la webconf. Prochaine webconférence, ça sera le 10 mars. Il y a quelques vacances, hein, donc on s'excuse, on ne sera pas là d'ici là pour un autre point marché, sauf naturellement si l'actualité demande une intervention plus rapide. Donc aujourd'hui, nous souhaitions revenir un peu avec Lionel sur ce début d'année mouvementé. On a vu la Fed et la BCE, surtout la Fed après le forum du FOMC, un peu durcir le ton. Donc ils ont un peu donné de la voix. On va voir les conséquences que cela a pu avoir sur les marchés. Et puis peut-être se dire que si on prend un peu de perspective, les marchés ont peut-être un peu surréagi. Et enfin, Lionel vous montrera à travers différents graphes, différentes analyses techniques, la rotation intrasectorielle qui est en train de se mettre en place. Et on verra, on a des mouvements très forts, très violents, qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Alors, si je commence et je rentre un peu dans le vif, euh, pour nous, on est un petit peu au milieu du gué actuellement. Pourquoi? On a commencé l'année, vous l'avez vu, des marchés actions qui ont vraiment dérapé en janvier. Alors, c'était un mois qui était difficile. En fait, on a pu assister un peu à des dégonflements des bulles que les investisseurs privés, les investisseurs particuliers affectionnaient. On pense aux actions, on pense en début d'année dernière, on l'a déjà rappelé, mais il y avait toute la partie green, la partie hydrogène par exemple, tout ce qui tournait autour de l'électrique. On a eu aussi un engouement très fort pour toutes les augmentations et les introductions en bourse, les nouvelles introductions en bourse, les SPAC également, des véhicules cotés, le crédit à yield aussi, bel engouement, et aussi sans oublier naturellement les crypto-monnaies. Donc, vous l'aurez vu, c'était un peu toutes ces bulles qui se sont peut-être un peu dégonflées. Alors, il y a eu effectivement une baisse de la liquidité sur tous ces actifs. Alors c'est vrai que beaucoup d'investisseurs particuliers ont plutôt fait le dos rond et ont attendu et n'ont pas forcément bougé. On a plus des fonds institutionnels qui derrière ont généré du flux. Le secteur peut-être qui a été le plus affecté, c'est le secteur des valeurs technologiques, puisqu'on a eu, et même pardon, plus généralement toutes les valeurs qui ont des durations un peu longues, toutes ces valeurs dites de croissance qui avaient bénéficié de la baisse des taux d'intérêt, avec le retournement du marché des taux, ont connu, bah, c'est vrai, une correction assez moyenne, assez forte, pardon. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que depuis toujours, on parle, avec un peu de capitulation, des écarts de valorisation entre le segment des valeurs de croissance et le segment des valeurs value, donc dites valeurs décotées. C'est vrai que fin d'année 2021, on était sur un extrême, puisqu'on n'avait jamais connu un tel écart au détriment des valeurs de croissance. On n'avait jamais connu un tel écart de valorisation entre ces deux segments. Eh bien, malgré la correction qu'on a pu avoir sur le mois de janvier, on se rend compte, si on prend par exemple le MSCI Europe Value, qui se traite avec un price earning, donc un multiple des bénéfices qui est de 10,7 fois, donc pour la MSCI Europe Value, donc encore inférieur à sa moyenne long terme. À l'inverse, vous avez le MSCI Europe Growth, donc toute la partie croissance, qui continue à se traiter nettement au-dessus de sa moyenne historique avec un multiple de 23 fois. 23, 10,7. Donc vous voyez, on est toujours sur des écarts tout de même excessifs, et ce, malgré la correction qu'on a pu avoir au mois de janvier. Alors, le déclencheur de cette correction, on le pressentait, mais bon, on était un petit peu sur un nuage en fin d'année 2021, même en tout début d'année 22. C'est la Fed et la BCE, donc les banques centrales, qui ont continué à avoir une politique
même si elles prévenaient qu'elles allaient durcir le ton, dans les faits, ça restait assez accommodant comme politique. Fin du mois et courant du mois de janvier, Monsieur Powell et Madame Lagarde ont un peu durci le ton. Ils ont vraiment annoncé des changements très forts, ou tout au moins entériner ce qu'ils avaient dit, à savoir la hausse de taux était une certitude et la baisse du programme de rachat d'actifs allait aussi être une réalité. En fait, on peut peut-être se dire que en durcissant le ton, ils ont un peu inquiété les marchés. Du coup, les marchés ont un peu fait le travail que eux n'ont pas encore acté, à savoir les anticipations de hausse de taux sont reparties à la hausse extrêmement forte. Vous avez les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans qui ont augmenté de 1% en quelques séances. Et pareil, le rendement des obligations réelles américaines qui lui a progressé de 0,5%, pareil, en un temps record. Donc en fait, en durcissant le ton, les investisseurs sont eux-mêmes rendus compte que là, c'était une réalité, qu'il y aurait des hausses de taux cette année, et du coup, tout le marché s'est un petit peu rétracté. Il n'y a pas, à nos sens, non plus un crack qui se profile, puisqu'on a quand même une croissance américaine qui reste solide, et on va le voir, il y a toujours cette inquiétude et cette incertitude autour de l'inflation, mais qui pour nous est peut-être un petit peu à nuancer. Alors, l'inflation, effectivement, depuis presque un an, un peu moins d'un an, on parle de l'inflation, le retour de l'inflation, c'est une inflation transitoire. Alors, on va distinguer, il y a peut-être une partie un peu permanente qui peut peut-être nous inciter à dire qu'on va rentrer dans un cycle où on aura un peu plus d'inflation qu'on en a eu dans le passé, puisque ça fait 10 ans un peu plus qu'on n'en a pas, et on a une inflation un peu transitoire. Alors, on pourrait dire qu'on a à peu près 50% d'inflation aujourd'hui qui est transitoire, notamment, mais qui reste, alors, transitoire qui reste, c'est tout un paradoxe, mais ce que je veux dire par là, c'est que notamment le secteur de l'énergie qui est très tendu, entre autres, vous avez les tensions qu'il y a en Ukraine et qui maintiennent une certaine pression sur les prix de l'énergie. Donc effectivement, la hausse des prix de l'énergie, je pense au gaz, on pense également au pétrole, sont exacerbées par les tensions géopolitiques, mais on ne pense pas que cela va durer. Euh, L'autre partie qui nous faisait craindre il y a encore 6-8 mois que l'inflation allait durer, c'est ces goulots d'étranglement que l'on a un petit peu partout sur les chaînes d'approvisionnement. C'est pareil, on pense là qu'on est peut-être à un point d'inflexion. On pense que le pic est proche, courant février, on devrait atteindre un pic sur ces goulots d'étranglement. On le voit sur les semi-conducteurs, vous avez différents patrons qui indiquent que on s'approche d'une situation qui va se détendre. Vous avez des indicateurs comme l'indicateur des prix des conteneurs transportés en mer Baltique qui sont en train de baisser. Alors, c'est pas des baisses extraordinaires, mais c'est en train de s'alléger. Donc, on sent qu'il y a peut-être un switch qui est en train de se faire. Dans les habitudes de consommation aussi, on sent qu'il y a eu, lié au confinement, lié aux mesures avec l'expansion de la pandémie, on voit qu'il y a eu une ruée vers la consommation de biens durables. Donc c'est tout ça qui a fait un peu flamber les prix. On pense qu'avec la réouverture des économies, avec les possibilités de revoyager, on va avoir peut-être une pression inflationniste qui va se décaler, moins de pression sur les biens, donc moins de goulot d'étranglement, et peut-être plus sur les voyages, sur les services. Donc là, vu qu'on est sur des niveaux assez bas, on pense que ça va pas non plus impacter trop fort l'inflation. Donc l'un dans l'autre, on pense que l'inflation va baisser. La question est peut-être moins de savoir de combien, mais pendant combien de temps il va falloir que comment dire, on va avoir cet ajustement pour revenir aux objectifs de 2%. Bon, là, ça peut être la question complète, mais on pense que d'ici fin de premier semestre, on devrait y voir un peu plus clair, et on pense vraiment qu'on est en train de changer de cycle. L'inflation va baisser, mais attention, on en aura peut-être un petit peu plus que ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. Alors, que faire? Que faire dans ce contexte-là? Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a peut-être un peu une surréaction des marchés, une surréaction qui nous fait pas changer notre scénario. On pense toujours qu'il y aura 4 relèvements de taux pour l'année 2022, 4 relèvements de 25 points de base. Le risque à anticiper le marché en janvier, c'est qu'on soit plutôt sur un rythme de 5, 6 hausses de taux. On ne pense pas que ce soit une réalité. Alors, pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a le spectre de l'inflation durable et permanent qui, à nos sens,
on est proche du pic, donc ça va baisser. La croissance. La croissance, finalement, en regardant un petit peu l'ensemble de l'économie, on se rend compte que la croissance en 2022, qui doit être solide, pourrait peut-être même un peu surprendre à la hausse. Surprendre à la hausse parce que vous avez des chiffres quand même qui sont bons aux États-Unis. Vous avez des chiffres en Chine aussi qui pourraient peut-être aussi s'améliorer. Donc, ce qui nous fait dire que OK, sur le premier trimestre, on a peut-être un problème en termes de croissance, d'impact des confinements, de l'étendue de Omicron qui fait que ça a pesé sur les économies, mais on n'est pas inquiet. On n'a pas en perspective une récession. Si on regarde de plus près, un des composants importants de cette croissance, c'est les résultats des sociétés. C'est vrai qu'on a beaucoup craint que la pression sur les coûts de l'énergie, goulot d'étranglement, perte de chiffre d'affaires puisqu'on n'arrive pas à fabriquer, on n'arrive pas à livrer, allait peser sur les résultats des entreprises. Les premiers résultats que l'on a pour l'instant sont plutôt bons. On le voit aux États-Unis, on notait qu'on a 80 sociétés qui ont publié pour l'instant avec des surprises plutôt positives et dépassant les attentes des analystes. Donc, vous le voyez, des publications d'entreprises qui sont plutôt bien orientées. Pas d'inflation côté des salaires, il y a des tensions, c'est vrai, aux États-Unis notamment, mais pas vraiment de crainte encore à avoir. Donc, des entreprises qui devraient continuer à publier des résultats solides. Alors, naturellement, la condition est peut-être qu'il ne faut pas que cette situation perdure de niveau très haut des prix de l'énergie et de renchérissement des prix des matières premières. Pour l'instant, on pense que l'on peut passer un premier trimestre qui devrait au final être bien orienté. En termes de position sur les marchés actions, ce que j'ai pu indiquer, d'être positif mais prudent. Alors, l'inflation est proche d'un pic, on a des bons résultats attendus pour les entreprises, une croissance qui pourrait peut-être surprendre, et donc on n'envisage pas du tout de récession. Quand je dis récession, c'est parce que c'est souvent le corollaire à une correction forte du marché action. On ne l'attend pas. Euh, Prudence parce que, bon, ce qui se passe en Ukraine n'est pas à négliger. On pourrait avoir des tensions fortes. Donc, on préfère encore rester prudent. Mais nous, ce qui nous semble très important, c'est que les marchés ont bien intégré cette hausse de taux maintenant. Elle va se dérouler. On ne pense pas qu'on va monter au-dessus de 4 hausses, pardon. Et on pense surtout, et c'est peut-être là où c'est très important, il faut pas se précipiter sur les marchés pour revenir ou reconstruire des positions. Et il faut faire preuve d'énormément de discernement. C'est ce que je voulais vous montrer dans le slide suivant. C'est le changement de régime. Lionel va rentrer plus dans les détails, mais si je vous dresse un peu le panorama plus général, le changement de régime dont on parle aujourd'hui, c'est qu'avec le resserrement monétaire que l'on a, qui est annoncé, donc que l'on connaît, la hausse des taux, en 2021, on a eu une normalisation avec correction ou ralentissement de certains secteurs. On a pu l'évoquer ensemble. Là, on voit que la rotation sectorielle vers des secteurs value est vraiment forte et vraiment démarrée. Quand vous voyez le tableau à droite qui est notre modèle de tendance. Donc, on prend des moyennes mobiles, c'est un tableau qui est réalisé à partir de moyennes mobiles. On prend 5 moyennes mobiles. Vous voyez, il y a une très forte correction et sincèrement, depuis qu'on met à jour ce tableau, donc ça fait à peu près 3 ans, on n'a jamais eu de correction aussi forte d'une telle ampleur d'un mois sur l'autre. Les sociétés financières, en bas du tableau, le poids recommandé est passé de 16 à 18% au mois de janvier, donc au 10 janvier. Un mois après, donc on l'a sorti avant-hier, ce matin, et on est passé à 26-28%. Donc ça, c'est un poids cible. Ça vous montre la rotation extrêmement forte qui a été faite vers ce secteur bancaire, secteur value complet. Pareil, mais dans l'autre sens, pour le secteur des technologies, en bas, on passe de 14-16% à 8 à 10% de poids cible recommandés. Donc on a vraiment un virage qui est en train de s'acter et on vous recommande encore plus d'avoir un portefeuille équilibré. Alors on sait que c'est très compliqué parce que
On a gagné souvent beaucoup d'argent, ou on a beaucoup aimé et on aime toujours beaucoup, les valeurs croissance, les valeurs qui peuvent être dans le secteur du luxe, qui peuvent être dans le secteur, de la techno. Mais il faut vraiment voir qu'il y a d'autres secteurs, on pense vraiment aux banques qui certes ont traversé un tunnel très, très long, mais c'est un tunnel qui aujourd'hui est en train de reprendre une pente plutôt ascendante. Et rappelez-vous ce que je vous disais en début de présentation, les différences de valorisation entre les segments value et les segments growth, vraiment à la défaveur pour l'instant encore du segment value. Donc portefeuille équilibré pour lequel les secteurs portés par la hausse des taux d'intérêt doivent reprendre une place importante. Avant de laisser la parole à Lionel, juste un petit éclairage sur la Chine. On a eu un mauvais choix l'année dernière sur la Chine, en tout cas au mois de juillet. On se rend compte qu'il y a peut-être un virement qui est en train de se mettre en place, puisque la Chine est en train de passer du désendettement à la stabilité économique. Il y a eu des resserrements également réglementaires. On pense qu'on est peut-être entré dans une phase de stabilisation en Chine, et peut-être reconsidérer la Chine, reconsidérer ces marchés émergents peuvent peut-être être intéressants pour 2022. C'est une piste de réflexion, on reviendra vers vous avec d'autres idées. Je laisse tout de suite la parole à Lionel pour le point technique. Bonjour à tous et à tous. Est-ce que le son passe bien, Cédric? Très bon. Oui. Alors, je vais enchaîner sur ce que tu venais de dire. Donc, évidemment, dans ce qui s'est passé sur le marché ces derniers temps, un gros changement, ça a été notamment au niveau des taux. Donc, ici, vous avez le taux à 10 ans allemand. Donc, il y a eu une grosse réaction assez rare en termes d'intensité la semaine dernière au moment de la réunion de la BCE. Donc on voit qu'on a quitté le range précédent. C'est-à-dire que depuis 2020-2021, on avait une résistance, allez, quasi horizontale, hein, légèrement oblique, en violet, qui avait coiffé les différentes hausses de 2020 et de 2021. Et puis on restait toujours en territoire négatif, un peu en dessous de zéro, avant. Bon, on voit qu'on a cassé cette fois-ci cette résistance de manière assez franche. Donc vraisemblablement, on change de range. Donc ça, c'est pour ce qui est du moyen terme. Donc là où avant, on pouvait se dire on va rester dans la zone légèrement négative, hein, 0 moins, 0, moins 0,30, on va dire. Là, on a changé de zone et on va sans doute plutôt dorénavant s'établir dans une zone entre 0 et plus 0,30 cette fois. Pourquoi plus 0,30? Parce qu'on voit notamment c'est une résistance long terme, un ancien support long terme 2017-2018. Oui, une sorte d'épaule tête-épaule tout à fait en haut à gauche là, à l'époque. Et on avait eu un signal baissier à l'époque, on était passé, on avait enfoncé les 0,30. Donc souvent en analyse technique, on considère qu'un ancien support majeur peut devenir une zone de résistance le jour où on revient dessous. Voilà. Maintenant, si on regarde plus à court terme, comme disait Cédric, il y a peut-être un peu d'exagération, un peu de surchauffe. Donc l'indicateur qu'on regarde pour voir la surchauffe en analyse technique, c'est le RSI, hein, l'indicateur de surachat sur vente. On voit qu'il est rentré en zone de surachat très fort. Il a même atteint, le RSI, il a atteint le niveau de 83. Alors, ça ne parle peut-être pas beaucoup comme ça, mais quand on regarde historiquement, ça n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire qu'on atteigne ce niveau-là, si je mets juste de côté une période un peu spéciale qui est la réunification allemande. Mais en dehors de ce cas-là, ça n'est que la quatrième fois. Donc ça n'est arrivé que 3 fois en 2007, 2015, 2018. Donc c'est très rare. Et quand on regarde ce qui s'est passé les 3 fois précédentes, eh bien, il y a eu derrière ça s'est calmé en fait, hein. Derrière, ça a corrigé. Et ça a correspondu à un pic local, voire un pic plus durable. C'est pour ça qu'on pense que ça ne peut pas, sur le papier, continuer à ce rythme-là, ce rythme effréné de remontée qu'on a connu ces dernières semaines. Alors, page suivante. Donc là, on reprend ce fameux sujet, hein, la value, les valeurs value face aux valeurs de croissance. En haut, vous avez le secteur, l'indice, pardon, des valeurs value en zone euro. Les valeurs value sont principalement les valeurs banque et assurance, mais aussi les valeurs du secteur énergie, pétrole, gaz, et puis quelques autres valeurs dans d'autres secteurs. Donc on voit que cet indice poursuit en fait sa hausse, hein. On ne voit pas de dégradation là-dessus, hein. Autant une dégradation sur certains secteurs, mais pas sur celui-là.
Donc, on va considérer que c'est toujours une tendance haussière et que ça le restera aussi longtemps qu'on préservera les supports moyen terme que sont la moyenne mobile de 100 jours en vert et l'oblique support haussière en bleu qui relie tous les creux depuis le mois de juillet 2021. Ça, c'est pour la value en général. Quand on regarde juste en dessous, là, on voit qu'il y a toujours un lien qui est assez fort entre la surperformance de la value en violet, ratio relatif, et les taux à 10 ans qu'on vient de voir en bleu. Donc on voit qu'il y a toujours ce lien fort et c'est pour ça que depuis le mois de décembre, la value surperforme largement les valeurs de croissance. Page suivante. Donc, quand on parle value, bah, le secteur numéro 1 en termes de poids et le plus typé value, c'est la banque. Donc la banque, la voici en haut, la banque en zone euro. Donc c'est le même genre de chart finalement. Moyenne mobile de 100 jours haussière. J'ai envie de dire rien à signaler. La hausse continue. Et quand on regarde en dessous, on voit ce lien assez étroit qu'il y a entre les taux, ici en orange, taux à 10 ans, et la surperformance de la banque. Et donc du coup, il est logique qu'on observe la même chose, c'est qu'il y a un peu de surchauffe. C'est-à-dire que la surperformance de la banque a été un peu poussée ces dernières semaines et peut-être un peu exagérée et que ça pourrait un petit peu se calmer à court terme. Je précise bien à court terme, puisque l'idée serait de profiter d'une petite correction sur la banque, quand il y en aura une, elle n'est pas là, mais quand il y en aura une, pour se repondérer, pour se rapprocher des poids cibles qui commencent à être élevés, dont vous parlez Cédric. Page suivante. Donc, bon, je ne vais pas faire le secteur assurance parce que finalement, ça ressemble beaucoup au secteur bancaire. Je vais vous parler cette fois du secteur énergie, énergie, pétrole, gaz. Cédric, si tu peux mettre le chart. Une Page seconde. suivante. Une seconde, excuse-moi, un petit souci. Oui. Donc, le secteur pétrole et gaz, lui aussi, est parmi les grands gagnants de ce début d'année et de la fin de l'année dernière. Donc, il est considéré comme value, ce secteur, hein, il est faiblement valorisé avec des gros dividendes, hein, dividendes de l'ordre de 5%. Donc, ça ressemble un peu au ratio de valo et au niveau de rendement du dividende qu'on peut avoir sur le secteur bancaire. Mais ce n'est pas la seule considération quand on regarde le secteur énergie. Il faut aussi regarder ce que fait le baril de pétrole, parce que la corrélation existe, même si elle n'est pas parfaite en zone euro. Elle est plus importante en zone US, mais tout de même, le prix du baril de pétrole influe sur les valeurs du secteur énergie, pétrole et gaz. Donc, si on peut avoir le chart sur le Brent. Ah oui, alors voilà. Donc ça sur l'énergie, juste après. Voilà, merci. Sur l'énergie, ce qu'on constate, c'est que c'est un secteur qui a sous-performé de octobre 2018 à 2021. Donc, plusieurs années de sous-performance. Et quand on regarde à long terme, on voit que la ligne de tendance baissière sur le ratio relatif a été cassée en ce début d'année. Donc là, il me semble vraiment qu'on est parti sur une phase de rattrapage de ce secteur après de longues années de sous-performance. Donc évidemment, là aussi, il faut veiller à ce qu'on soit correctement pondéré sur le secteur. Et quand on regarde le Brent, juste la page d'après, on pourrait se dire là aussi qu'on pourrait juste faire preuve d'un tout petit peu de patience, hein. Si on n'a pas fait le mouvement de se repondérer sur le secteur énergie précédemment, on peut se donner un tout petit peu de temps pour le faire puisqu'il y a un peu de surachat sur le prix du baril de pétrole qui arrive là aussi pas très loin d'une zone de résistance, hein, résistance oblique haussière. Donc peut-être qu'on aurait droit à une phase de correction dans quelques semaines pour avoir des prix d'entrée un peu plus attractifs. Mais il faut bien avoir en tête que voilà, faut y penser, il faut repondérer ce secteur-là, tout comme le secteur bancaire. Page suivante. Alors maintenant, on va parler des perdants. Des perdants de ce début d'année du virage qui est en train de s'opérer. C'est dès qu'on parle valeur de croissance, évidemment, le numéro un, c'est la technologie. Et la plupart des valeurs technologiques ont connu une période un peu difficile ces dernières semaines. Donc vous avez le secteur technologie en zone euro en haut, et vous avez en bas, en violet, son ratio relatif au stock 600. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dégradation. Une dégradation qui n'est pas cette fois une dégradation court terme, comme on a pu connaître 3 fois ou 4 fois en 2021. 2021, c'était buy the dip, c'était correction court terme,
c'est une opportunité, on achète, ça repart très fort. Bon, ben, cette fois, c'est pas la même chose. Cette fois, c'est quelque chose de plus durable, une dégradation qui est plus durable, avec enfoncement de la moyenne mobile de 100 jours. On va même avoir le croisement d'ici peu, d'ici une semaine, de la moyenne mobile 50 jours sous la 200 jours. Et la même chose en relatif. Avoir de tels croisements et en absolu et en relatif, on n'en a pas eu depuis 2018. Hein, donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça, Cédric vous l'a expliqué, que le poids cible dans notre modèle, hein, le poids cible du secteur technologique baisse assez drastiquement. Il était facilement en 2021 autour de 18%. Et puis là, il va baisser autour de 10%. Voilà. Donc c'est logique, hein, on suit cette dégradation et on s'adapte à ce nouveau contexte. Donc là, si ça se calme à court terme un tout petit peu sur les taux, logiquement, le secteur technologique devrait être capable de rebondir un petit peu. Et du coup, vous aurez une opportunité d'arbitrage, une opportunité pour, à condition que vous soyez surpondéré sur la techno, hein, c'est-à-dire au-delà des 10%, vous aurez une opportunité pour réduire un petit peu la technologie et allouer le produit de cette vente à d'autres secteurs qui se portent bien, hein, qu'on vient d'aborder. Page suivante. C'est le même genre en peut-être moins intense, puisque dans l'industrie, il n'y a pas que de la croissance, mais il y en a. Donc là aussi, on a une dégradation sur le secteur industriel et on se retrouve avec voilà, un croisement aussi, là aussi, 50 jours, 200 jours sur les moyennes mobiles. Donc une 200 jours qui est bien enfoncée maintenant. Donc quelque chose de plus faible à moyen terme que précédemment. Et en relatif, ça se voit, le ratio relatif en violet a enfoncé son support horizontal de 2021. Et on a une moyenne mobile de 100 jours relative baissière. Donc, on a le droit de dire que le secteur est dans une phase de surperformance un petit peu durable, de sous-performance, pardon. Donc là, c'est pareil, hein, le secteur industriel, très souvent, on en voit dans les portefeuilles au-delà de 15%. L'idée, c'est de réduire à 12% environ le secteur industriel dans les portefeuilles et profiter de la phase de rebond court terme qu'on devra avoir, là encore, pour faire cet arbitrage avec des cours un peu plus sympathiques. Page suivante. Ça revient à ce qu'on disait sur les technologies en zone euro, mais cette fois, c'est le Nasdaq aux US. Le Nasdaq 100 équipondéré, hein, pour ne pas donner trop de poids au méga cap US. Le Nasdaq 100 équipondéré, quand on le compare en bas au S&P 500 équipondéré, on s'aperçoit qu'il sous-performe depuis le mois de mars et que cette sous-performance se vérifie puisque la moyenne mobile de 100 jours relative en bleu, en bas, est toujours baissière. Donc là, l'idée aussi, c'est quand on s'intéresse aux US, qu'on va sur les US, faisons-le pas seulement au travers des valeurs techno et du Nasdaq, mais au travers voilà, de quelque chose de plus diversifié. Et là encore, même phénomène, enfoncement des moyennes long terme et rebond court terme. Donc, opportunité d'arbitrage meilleure maintenant, peut-être dans les prochaines semaines, qu'il y a 15 jours ou 3 semaines où c'était à ce moment-là vente dans de mauvaises conditions. Voilà sur cette partie. Je te rends la parole, Cédric, si tu souhaites conclure. Oui, donc merci Lionel, effectivement. Les banques centrales, bah, ont fait acte du principe de réalité, hein. Elles ont vraiment affirmé ce qu'elles allaient faire. C'est pas manque de l'avoir annoncé. Je pense qu'il y a peut-être eu une surréaction un petit peu du marché. On a pu le voir, comme l'a montré Lionel à travers le graphe sur les taux allemands. C'est un rattrapage peut-être un peu trop brutal. Donc, comme souvent maintenant avec toute la liquidité qu'il y a dans les marchés, dès qu'il y a une correction ou un mouvement, c'est d'une ampleur souvent inégalée. La question de l'inflation qui concentre toutes les incertitudes, il y a quand même aujourd'hui, on pense, un pic qui s'approche. Une partie de cette inflation est donc transitoire. Alors c'est vrai qu'avec la situation en Ukraine, ça n'arrange rien autour des prix de l'énergie qui sont quand même un poids
prépondérant dans le calcul de cette inflation. Mais voilà, toutefois, gardons bien à l'esprit qu'il y a une partie quand même un petit peu transitoire et qui devrait se diminuer sur la fin du premier semestre. Je crois que vraiment ce qu'il faut retenir en termes de construction de portefeuille, c'est qu'il y a une puissante rotation sectorielle et intrasectorielle. Lionel l'a montré, on a vraiment un secteur technologique qui décroche, un secteur industrie qui décroche dans une moindre mesure, et ensuite un secteur bancaire aussi qui décroche, mais à la hausse, et qui illustre cette rotation vers les secteurs value. Donc vraiment un changement de régime pour ces deux grands secteurs. Alors, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à travers le chat qui est sur votre écran. Donc, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Alors, je vais prendre des questions sur est-ce qu'il faut vendre les titres dans des secteurs en croissance ou dans des secteurs tech comme Dassault Systèmes ou Capgemini. Alors, on va pas répondre exactement pour ces titres, parce que bon, c'est pas forcément l'objet ici, mais je crois que ce qui est important de voir, c'est que quand on mentionne, là je suis en train de rechercher, voilà, quand on mentionne les poids sectoriels, bon, vous savez, on a sur l'application expertbefi.com, vous pouvez retrouver les classements des valeurs les unes par rapport aux autres. Et puis votre conseiller peut aussi vous donner ces valeurs. Je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas être surpondéré sur un secteur comme la technologie. Il ne faut pas être sous-pondéré comme un secteur comme celui de la banque. Et à l'intérieur du secteur technologie, vous avez des grands gagnants. Donc il y a des valeurs qui restent quand même toujours très bien orientées. Donc celles-là, il faut quand même les garder. Après, faut veiller à ce qu'on n'ait plus des poids comme on a pu avoir dans le passé à 15, 20% ou même plus sur le secteur techno. Je crois qu'il faut vraiment, le message là, ici, pour cette webconférence, c'est vraiment d'avoir des portefeuilles équilibrés. Je sais pas, Lionel, si tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Oui, non, c'est exactement ça. Si on ne va pas rentrer dans le détail petite par petite, mais c'est vraiment voilà, d'avoir d'être discriminant, hein, de garder les meilleurs élèves dans chaque secteur. Voilà. On a une autre question sur le secteur de la santé et des télécoms. Alors, vous voyez en termes de poids, c'est beaucoup moins frappant que ce qu'on a pu connaître en 2021. En tout cas pour la santé, vous le voyez, un poids au mois de janvier qui était autour de 6-8%, aujourd'hui qui est à 5-7. On peut dire que ça a pratiquement pas bougé. Les télécoms, c'est pareil, ça fluctue, mais il n'y a quand même pas de grande tendance. Voilà, il n'y a pas forcément de tendance très marquée dessus. Il y a peut-être une sorte de normalisation qui arrive, mais on reste, comme la question qui a été posée sur des valeurs précises, on se rend compte qu'il y a des grands écarts à l'intérieur de ce secteur. On Oui, peut c'est peut-être, des écarts où il y a de la dispersion, effectivement. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois, la dernière webconférence sur ce secteur-là, sur la santé. tout à fait. C'est que c'est un secteur où il y a voilà, des grands gagnants, des grands perdants. Et donc, au global, ça ne se voit pas trop. C'est pour ça que la note globale du secteur n'évolue pas beaucoup. Donc si vous voyez là, c'est une webconférence qui a eu lieu le 28 janvier que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Concrètement, on avait pu parler d'un Orpea. Vous n'êtes pas sans ignorer tous les problèmes qu'il rencontre. Et l'autre côté, vous avez un Sanofi qui est en phase de redémarrage. Donc voilà, on a un peu deux valeurs qui sont pourtant dans un même secteur. Donc au final, on n'a pas forcément de tendance sur le secteur en général. Alors le secteur du luxe, une interrogation sur le secteur du luxe. Je ne sais pas Lionel si tu veux en dire un Oui, mot. bon, on va dire que dans le classement, il est un peu en milieu de peloton, c'est-à-dire qu'il y a une correction, peut-être pas aussi forte que sur la technologie, mais parce que ces valeurs-là sont quand même en termes de ratio de valorisation assez élevés. Donc elles ont un petit peu pâti de la correction de ce début d'année. Ceci dit, il n'y a pas eu de support majeur enfoncé. Ça s'est contenté d'être ce qu'on appelle voilà, une normalisation, une correction. On est venu s'appuyer sur des supports long terme, des moyennes mobiles de 100 jours par exemple, absolues ou relatives. Donc ça s'est arrêté à ce niveau-là. Donc une dégradation peut-être court terme, mais pas de remise en cause plus prononcée que cela. Donc je pense que les poids cibles doivent être autour du poids de l'indice dans les secteurs. Et donc voilà. Donc évidemment, on en a, hein, mais ça ne fait pas partie des plus grands changements de ce début d'année. Une autre question peut-être sur l'automobile. Il y a un petit peu plus le vent en poupe.
à l'intérieur du secteur consommation non essentielle. Tu as un peu Ouais, plus c'est de... un peu la même chose. C'est un peu la même chose. L'automobile en relatif marché, ces derniers mois, on va dire que c'est plutôt neutre, hein. Donc c'est pas les grands gagnants que sont la banque assurance énergie, c'est pas des perdants comme la technologie. C'est la note a relativement peu évolué ces derniers mois. Donc un poids cible autour de 5%, c'est le poids de à peu près le poids du secteur dans l'indice, ça nous paraît raisonnable. Merci Lionel. Alors les valeurs environnement. Alors les valeurs environnement, il y a question sur donc leur poids et leur évolution. On a eu une bulle hein, qui s'est un petit peu, alors qui s'est pas percée, mais qui s'est un petit peu dégonflée. Donc c'est une bulle qui était un peu plus sur les 2 premiers mois de l'année dernière, 2021, avec une folie sur l'hydrogène notamment. Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect mode, un aspect bulle, et un aspect valeur de croissance et changement de régime sur les taux d'intérêt. Donc forcément, c'est un secteur qui a été un peu doublement impacté puisque euh, bah, la folie autour des greens, des valeurs vertes, s'est dégonflée. Là, on a un renversement de tendance. On vient d'expliquer autour des valeurs euh, de croissance. On n'a pas de conviction très forte dessus. Ça reste un secteur, un segment porteur, on va dire à moyen long terme. Mais c'est pas, voilà, faut peut-être attendre un peu que les choses se rationalisent un petit peu sur le secteur, pour le Oui, segment. effectivement, c'est plutôt voilà, là une histoire à plus long terme. Parce qu'à moyen terme, il n'y a pas en termes de momentum, comme on dit, il n'y a pas d'amélioration à ce stade. Voilà. C'est toujours dans une phase, on va dire, de correction où on dégonfle les valos et on dégonfle les valos là-dessus depuis, comme tu disais Cédric, hein, depuis début 2021. Et ça se poursuit. Donc voilà, on peut être à l'affût, hein, on surveille ça. Si on voit un redémarrage là-dessus, sûrement qu'on remettra ça en avant, mais pour le moment, bon, c'est dans une phase d'attente. Alors, une question sur les secteurs des semi-conducteurs et son évolution. Euh, Lionel, Alors là, vas-y, ben là vas-y. c'est un peu en ligne avec, ce que fait la technologie. Les semi-conducteurs, ça pèse la moitié du secteur en zone euro. Vous avez notamment ASML qui a une très grosse capitalisation, peut-être la plus grosse du secteur technologie en zone euro. Donc ça pèse la moitié du secteur, le reste c'est plus ce qui est logiciel, etc. Et donc ben, ça a connu une correction comme le reste du secteur technologique. Donc là c'est assez analogue en fait, hein. Après, les perspectives fondamentales à long terme sont bonnes, mais ça pâtit de ce mouvement de correction sur la valeur de croissance en général. Alors, on a une question également sur le secteur des matières premières. Alors, oui, alors, il n'y a pas vraiment de secteur des matières premières. On va dire que les matières premières, notamment les matières premières précieuses, on pense à l'or, on pense tout ce qui est platine, tout ce qui est nickel, qui est plutôt bien orienté parce qu'il y a toujours une demande qui est très forte, plus toutes les thématiques. Alors, on parlait environnement tout à l'heure, mais il y a aussi une autre thématique qui vous a pas échappé, qui est celle de l'électrification. Donc forcément, c'est des secteurs, des segments qui sont très demandés et on voit que ça ne dégonfle pas. Donc oui, on a peut-être un nouveau cycle des matières premières qui est enclenché, qui est en train de se dérouler. Après, j'attire toujours l'attention sur le fait que il y a matières premières donc avec des sous-jacents réels et vous avez les matières premières via les sociétés. Type, tout le monde pense toujours aux mines d'or. Alors c'est pas les mêmes choses dans le sens où on parle de société, des problèmes de coûts de salaire, de coûts d'exploitation, de coûts de, de forage et autres. Donc voilà, c'est des problématiques différentes. C'est pas des secteurs que l'on considère, que l'on suit en fait, véritablement. Donc pour l'instant, on n'a pas d'avis particulier. Ah, c'est vrai que ces secteurs, dans les indices, en tout cas dans les indices en zone euro, c'est très petit. Par contre, dans le stock 600, comme il y a plusieurs valeurs anglaises du secteur, et ce sont eux les gros acteurs, dans le stock 600, c'est moins négligeable. Mais dans l'Eurostock, c'est presque négligeable en termes de poids dans les indices. Et c'est un secteur qui est plutôt value. C'est-à-dire, vous regardez les ratios de valo type PER, ils sont plutôt faibles. Donc, du coup, ils ont bénéficié, ce secteur-là a bénéficié de la phase récente de ces 2 derniers mois. Alors une question sur le segment des mid and small.
Alors, les mid and small, on a eu une année 2021 qui a été quand même marquée par, de la décollecte, de manière générale, hein, certaine. Une année, 2022 qui malheureusement alors ça s'est un peu calmé, début février, mais au mois de janvier, ça n'a pas été un bon mois. La décollecte se poursuit sur le segment. C'est pourtant un segment que l'on met en avant. C'est un segment que l'on pense qui devrait profiter de toujours de cette consommation qui est quand même bien orientée. Malheureusement, actuellement, on pense qu'il y a ce qui pèse, c'est que vous avez quand même des sociétés qui sont plus malmenées que les grandes par les hausses des coûts de l'énergie, par les hausses également du prix des matières premières de manière générale. Donc, il y a peut-être une crainte sur les marges, crainte aussi sur des goulots d'étranglement qui, elles, les pénalisent peut-être plus que les grands groupes. Voilà. Ensuite, c'est à l'intérieur, il y a toujours du stock picking, il y a toujours des valeurs intéressantes, mais c'est vrai que le flux n'est pas forcément très bien orienté sur les segments mid and small et depuis plus d'un an maintenant. Oui, puis après, c'est une histoire de composition sectorielle. Évidemment, dans les indices de small cap, il n'y a pas de grandes valeurs bancaires, d'assurance et autres. Donc, c'est difficile dans ce contexte-là, de ces derniers mois, pour ces indices-là, de surperformer. C'est pas possible, quoi. Donc, pour le moment, c'est dans une phase un peu d'attente, là aussi. Peut-être une dernière question sectorielle, parce que les questions valeurs, on va pas forcément y répondre avec Lionel, parce qu'on n'a pas forcément l'expertise dans le domaine valeur par valeur, et puis on préfère que vos conseillers ou votre interlocuteur vous accompagne dans cette démarche. Une question sur le décrochage possible à moyen terme des pétrolières décorrélées des cours du Brent pour des raisons ESG. Alors, c'est un point qu'on avait évoqué. On a fait une webconférence de mémoire en novembre sur le sujet. Je partage complètement ce point de vue. On a eu jusqu'à la récente envolée du Brent une quasi platitude des cours des grandes pétrolières en raison de ces questions ESG. Alors, une des réponses se trouve dans le nom du nouveau Total, hein, Total Energy. Toutes les valeurs pétrolières maintenant, ou presque, même les américaines s'y mettent doucement. Toutes ces valeurs se tournent vers les énergies complémentaires, les énergies renouvelables. Donc, elles gardent une sensibilité au cours du Brent, mais c'est vrai peut-être moins forte que par le passé. On a une décorrélation qui est peut-être en train de se mettre en place progressivement. Mais vous aurez remarqué, tout comme moi, que finalement la décorrélation entre cours du Brent et cours des autres énergies est pas si évidente que ça, puisque quand le gaz monte, quand le pétrole monte, l'électricité monte aussi. Donc c'est pas forcément tout monte en même temps. Donc la décorrélation, elle est quand même assez fine à trouver. Lionel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, bah, sur le secteur de sur le secteur de l'énergie, et sur cette problématique ESG, bon, effectivement, hein, les énergéticiens, le prennent en compte, hein. Ils se transforment petit à petit, donc ils s'adaptent à cet environnement. Et puis bon, transition énergétique, ça se fait pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est des sujets qui mettent beaucoup plus longtemps que ça à se faire, parce qu'on voit bien les limites aussi parfois des énergies renouvelables, hein, comme ça s'est passé le cas récemment en Allemagne. Quand il y a tout simplement moins de vent, l'énergie éolienne n'est plus là, et donc il faut bien avoir d'autres énergies. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain mettre de côté Tout arrêté. les énergies fossiles comme ça, c'est pas possible. Complètement. Ah, peut-être une dernière question et on va pas y répondre véritablement. Vous allez voir pourquoi. C'est une question sur les techno blockchain. Alors, on n'a pas de recommandation chez BNP Paribas sur tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto. Euh, Si, c'est des technologies qui sont en train de se développer, d'être de plus en plus performantes. Alors, on a une analyse technique lointaine, mais qui existe autour du Bitcoin, qui est la valeur de référence. Je sais pas, Lionel, si tu as quelques indices dessus. Sur le Bitcoin, Oui, bah, on est analyse technique, hein. ouais, oui, analyse technique. Bah, on est dans une phase on a une phase de correction là après le pic qu'on a atteint l'année dernière. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail du court terme, rebond par rebond, mais voilà, on va dire que globalement, on est rentré dans une phase de correction après là aussi l'euphorie qu'il y a eu l'année dernière. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure Cédric, c'est qu'il y a eu des petites bulles un peu sur différents supports qui se sont développés l'année dernière, et puis toutes les unes après les autres finalement ont dégonflé
chacune à son rythme, quoi. Et donc le Bitcoin, ça en fait partie. Exactement. Bah, écoute, merci Lionel. Merci à tous pour votre participation et pour vos nombreuses questions. Donc vous aurez un replay à suivre. Merci et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, à très bientôt.